Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bienvenue dans ce 19h. Nous sommes mercredi 20 septembre 2023 et c'est l'heure de suivre l'édition du soir sur Guéry TV Monde, les titres du journal. Des voix se lèvent contre les services des stations béninoises. Les citoyens de la ville capitale sont donc victimes des problèmes de non-conformité à la pompe et ces citoyens expriment dans ce journal leur désarroi. Gratifier ses parents ou proches nécessite-t-il l'accord de son partenaire? À ce sujet, les avis sont partagés. Vous suivrez dans ce journal une voix populaire à ce sujet. Et puis dans l'actualité continentale, à 65 ans, Paul Kagame, président rwandais, annonce être candidat aux prochaines élections de l'an prochain. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. À nouveau, bonsoir. L'Agence nationale de la normalisation de métrologie et du contrôle qualité, ANM, est de nouveau interpellée. Des stations-service au Bénin ne respectent pas les normes. Certaines pompes ne sont pas conformes aux normes. Or, avec la hausse du prix de l'essence payeur, certains consommateurs sont victimes de cette situation. Ils s'en plaignent dans cette Vox Populi. C'est pas normal de diminuer les carburants. Si quelqu'un veut payer l'essence, par exemple 20 litres, il faudrait que l'agent qui l'a fait sortir, ceux qui servent l'essence devaient donner l'essence réelle, quoi. Au lieu de diminuer, c'est pas bien. Ils vont chasser la clientèle. C'est pas du tout bien. Mais sinon, moi, je n'ai pas l'habitude de payer l'essence aux stations, sur les stations. Aura un second. Bon, on voit essence, une bête de 2500 $, ça essence non. Mais bientôt, il y a un peu de bon, des salami, normalement, essence de l'eau, n'a pas besoin de mon coton. Et j'ai fait un diamant, j'ai besoin de 3000 essence de l'eau. Cela m'était arrivé il y a un an. J'avais pris du carburant dans une station-service, mais en réalité, dans la journée, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait de ce carburant. La même quantité que je prenais normalement au bord de la voie pour travailler dans la journée n'avait pas suffi pour mes travaux ce jour et je suis retourné dans la station pour mieux comprendre. Mais ça voulait dégénérer en dispute entre l'agent et moi. J'ai donc dû laisser. Mais depuis ce jour, je ne prends plus de l'essence dans les stations. Et puis des années 800, nous avons bon, un litre, nous avons bientôt, des fois, dans 2 semaines, nous avons J'ai encore renouvelé l'expérience il y a 2 semaines dans une autre station à Porto-Novo et c'était pareil. Alors j'ai décidé une bonne fois pour toutes de prendre mon carburant au bord de la voie, même si c'est cher. Ça ne va pas. Elle m'a payé une obligée d'identité. Nous avons 1500. Parce que là, il faut. Mais ça, quand il y a une maison, il ne y a pas de problème. Puis c'est une station aussi, administration dans l'autre. Elles ont aidé, mais on n'a pas de câble à terre. Il y a bien câble à terre dans le domaine de l'oiseau. Bon, à moi, voilà, ça ne va pas. Il y a un autre point. Mais à Rosia, je parle, ni bête de si l'État même peut sensibiliser ses responsables des stations, ils peuvent sensibiliser ces responsables-là de ne plus faire ça. Ça serait mieux, quoi. Ces stations ils n'ont qu'à prendre l'exemple des stations qui ont déjà été fermées. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple là, parce que rentrer dans le chômage maintenant, c'est pas facile. Donc si eux-mêmes ils veulent rentrer dans le chômage, ils n'ont qu'à continuer comme les autres stations qui ont été fermées. Une immersion dans le marché de Wando ici à Porto-Novo à présent. Le moulin à condiments est d'une nécessité pour les ménages. Son usage rapide et efficace dans la préparation des repas est incontournable dans certains foyers. Outre son utilité, son entretien au quotidien est considérable. Ansel Mamoussou et Patrice Ayonton pour le reportage. Le moulin à condiments est de plus en plus sollicité par les femmes pour les besoins du ménage ou pour préparer des repas destinés à la vente. Quelques femmes rencontrées au marché Wando de Porto-Novo justifient le recours à cette machine. Compte tenu de la quantité des condiments, on ne peut pas écraser à la main.
C'est pour cela que nous venons au moulin. Ça nous permet de gagner du temps et de vite faire le repas. On doit faire recours au moulin pour se soulager un peu. Avant, on écrasait à la main. Seulement que maintenant, le moulin est plus rapide. Avec nos meules, c'est trop pénible. Par ailleurs, la hausse du prix de l'essence Payor influence les prix habituellement pratiqués. C'est parce que nous avons une vision spirituelle sur ce que nous sommes en train de faire. Non, les clients n'arrivent pas à comprendre ça. Les difficultés parvenir, ça revient à nous-mêmes. Oui, on se défend quand même. Tout juste on va manger seulement. C'est le gouvernement qui va regarder, diminuer les tâches dans les domaines, quoi, pour que chaque individu arrive au moins à trouver un peu dedans, quoi. Chaque 3 jours, un mécanicien vient pour l'entretien du moulin. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent la clientèle. Mais maintenant que le prix de l'essence a connu une augmentation, c'est difficile pour nos clients de payer les prix fixés. Ils trouvent souvent que nous sommes chers. Quand nos clients viennent pour écraser les condiments et que nous donnons le prix, certains font demi-tour. Mais on est obligé de trouver un terrain d'entente pour ne pas tout perdre. Malgré les plaintes formulées par des femmes, elles ne peuvent plus se passer des services du moulin à condiments parce que son usage leur fait gagner du temps. Nous poursuivons toujours ce 19h sur Guérite TV Monde. Peut-on demander la permission à son conjoint avant de faire des gestes ou des cadeaux à ses parents et proches? La réponse est à suivre dans ce reportage fait de société. L'union d'un couple est d'abord et avant tout l'union de 2 familles. Cela suppose que la famille de la femme devient celle de l'homme envers qui il est censé être bienveillant avec des présents notamment à la belle-mère. Mais tout ceci peut-il se faire à l'insu de l'épouse? Moi, ma femme, elle n'a pas de père, mais elle a de mère. Donc la mère là, même sa maman, s'il veut me faire certaines choses parfois, sa fille n'est pas au courant. Parce que selon moi, je n'aime pas de mère. Donc ma belle-mère, c'est comme une mère pour moi. Donc elle me fait tout. Donc si je veux lui faire du bien aussi, ma femme n'est pas au courant. Donc je pars derrière ma femme pour faire du bien à ma belle-mère. Si je veux faire quelque chose à ma belle famille, je vais moi-même chez eux et je leur donne ce que j'ai. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois, donc je prends mes précautions pour ne plus vivre cette situation. Si tu passes par ta femme, tu n'auras pas forcément le résultat attendu. Donc il faut aller soi-même pour s'assurer que le message est vraiment passé. Ma fille peut être au courant de son passage car il veut me regarder, donc pas de problème. Ou bien s'il vient par hasard dans le quartier, il peut faire d'escale et en voulant partir, si c'est quelque chose il trouve, il me donne. Je n'y trouve aucun inconvénient. Le mari de ma fille est aussi mon fils. Ça arrive. Et si mon mari trouve quelque chose qu'il voudrait bien donner à mes parents, il m'en parle. Et si j'ai la possibilité de compléter, je le fais. Et dans le cas où il me remet d'aller donner à ma maman, je rends fidèlement compte que c'est mon mari qui m'a envoyé de les saluer. Même les périodes de fête, mon mari va chez mes parents avec les colis et ceci dans la joie. Pour moi, la mère de ma femme est ma mère, le père de ma femme est mon père. Alors pour leur faire des cadeaux ou des surprises, je n'ai pas besoin d'informer ma femme. Quand la mère de ma femme tombe malade, je prends l'initiative de l'amener aux soins et je fais le suivi. Parfois, le comportement de la femme fait que le mari n'est plus motivé à faire du bien à ses beaux-parents.
L'argent et la non-considération sont des éléments destructeurs des relations humaines. À chacun donc de tenir compte de la nature de ces relations, belle famille, beau-fils ou époux-épouse pour opérer sans offenser ni l'un ni l'autre. Merci à vous, Evelyne Dossou et Kabiru Adjadi. La page inter à présent au Rwanda. Le président Paul Kagame a annoncé pour la première fois qu'il prévoyait d'être candidat pour un 4e mandat à l'occasion des élections de 2024. D'autres actualités sont également à suivre avec vous, Latifat Kowinu. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant quand je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat, a déclaré Paul Kagame, âgé de 65 ans, au magazine francophone Jeune Afrique. Le gouvernement rwandais a décidé en masse de synchroniser les dates de ces élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. Kagame n'avait jusque-là pas ouvertement exprimé ses intentions, mais il a procédé à des amendements constitutionnels controversés qui lui ont permis de remplir un 3e mandat et pourrait lui permettre de gouverner jusqu'en 2034. Ancien chef rebelle, Paul Kagame est considéré comme le leader de facto du pays depuis la fin du génocide de 1994. Il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017. Alors que le Rwanda prétend aujourd'hui être l'un des pays les plus stables du continent africain, les groupes de défense des droits humains accuse Kagame de gouverner dans un climat de peur, étouffant la dissidence et la liberté d'expression. Lorsqu'on lui a demandé en 2022 s'il briguerait sa réélection, Kagame a déclaré qu'il envisagerait de se présenter pendant encore 20 ans. Les élections, c'est le peuple qui choisit, a-t-il déclaré à la chaîne d'information France 24 dans une interview. Pour rappel, Paul Kagame n'avait que 36 ans lorsque son parti, le Front patriotique rwandais, a chassé les extrémistes hutus accusés d'être responsables du génocide au cours duquel quelques 800 000 personnes, principalement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés, ont été assassinées entre avril et juillet 1994. Au Gabon, 3 semaines après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, un de ses fils proches du cabinet du chef de l'État déchu ont été mis en examen et incarcérés pour haute trahison et corruption active. Le procureur de Libreville, André Patrick Ropona, a annoncé que Noureddine Bongo Valentin, le fils aîné d'Ali Bongo, Jesse Ella Ekoga, l'ancien porte-parole de la présidence, ainsi que 4 autres personnes ont été mises en examen mardi et placées en détention provisoire. Tous les chefs d'inculpation lors de leur arrestation ont été retenus pour leur mise en examen, a précisé Ropona, soit haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président de la République, corruption active, trafic de stupéfiants. Le 30 août, moins d'une heure après l'annonce en pleine nuit de la réélection d'Ali Bongo au pouvoir depuis 2009 et accusé de fraude massive, les militaires menés par le général Brice Oligui Nguema l'ont renversé, accusant notamment son régime de détournement massif de fonds publics. Le jour même du coup d'État, les militaires avaient arrêté l'un des fils du chef de l'État déchu, ainsi que 5 autres jeunes hauts responsables du cabinet de l'ex-président et de son épouse Sylvia Bongo Valentin.
Les perquisitions à leur domicile retransmises abondamment par la télévision d'État les montraient au pied de malles, valises et sacs débordant de liasses de billets de banque. Madame Bongo Valentin est en résidence surveillée à Libreville pour sa protection selon la présidence. Ali Bongo, quant à lui, d'abord placé en résidence surveillée à Libreville, la capitale du Gabon, pendant quelques jours qui ont suivi le putsch, est libre de ses mouvements et peut se rendre à l'étranger, avait annoncé le général Oligui le 6 septembre 2023. Au Soudan, pour finir, alors que la guerre entre dans son 6e mois, les combats s'intensifient dans la capitale Khartoum. Le week-end dernier, les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, ont lancé une offensive sur le quartier général de l'armée dans le centre de la capitale. Le QG est désormais assiégé. Selon le Soudan War Monitor, qui fournit une analyse du conflit au Soudan, les forces de soutien rapide ont lancé une attaque majeure samedi sur le quartier général de l'armée dans le centre de Khartoum. Une offensive à l'aide de tanks et d'artillerie. Toujours selon l'organisation, les hommes du général Emeti ont été repoussés par l'armée qui a riposté à l'aide de frappes aériennes. Plusieurs bâtiments à proximité ont été incendiés et détruits, dont la tour en verre qui habite la compagnie pétrolière du Soudan. Le ministère de la Justice est également parti en flammes. En l'absence d'observateurs indépendants, difficile de dire qui contrôle Khartoum. Mais selon des habitants joints par téléphone, les forces de soutien rapide sont déployées dans une majorité des quartiers résidentiels et le QG de l'armée est encerclé. Le commandant des forces armées, le général Abdel Fattah al-Burhan, quant à lui, n'est plus à Khartoum. Il a discrètement quitté la capitale le mois dernier pour installer une nouvelle base de commandement à Port-Soudan, dans l'est du pays. Après la page inter, on retrouve la page des sports juste après cette virgule. Les guépards boulistes du Bénin, champions mondiaux de pétanque, ont été gratifiés dans l'après-midi de ce mardi 19 septembre 2023 à la place de l'Amazone. Evelyne Dossou. C'est sous un soleil radieux que la Fédération béninoise de pétanque a honoré ces valeureux représentants qui ont brillé lors des championnats du monde de pétanque 2023. La cérémonie de gratification s'est déroulée dans l'après-midi du mardi 19 septembre 2023 à la place de l'Amazone en présence de nombreux amateurs de pétanque. Chaque membre de l'équipe nationale béninoise, qu'il s'agisse des joueurs ou des joueuses, a reçu en récompense de ses performances exceptionnelles une moto neuve, symbole de reconnaissance pour le dévouement et le succès sur la scène mondiale de la pétanque. De plus, le président Garba Yaya a confié que la médaille d'or glanée par le Bénin vaut 1 million de francs CFA pour la doublette et la médaille d'argent 800 000 francs CFA. Ainsi, le président de la Fédération béninoise de pétanque a annoncé que des enveloppes financières seront distribuées aux joueurs. Les entraîneurs n'ont pas été oubliés avec une enveloppe de 800 000 francs CFA pour le coach principal et 600 000 francs CFA pour le coach adjoint. Même les joueurs qui n'ont pas participé directement à la compétition seront gratifiés par la Fédération béninoise de pétanque, recevant eux aussi une enveloppe financière en signe d'appréciation de leur soutien et de leur engagement envers le sport de la pétanque. En football, à présent, la course vers la Coupe d'Afrique des Nations féminine CAF Total Energy Maroc 2024 a officiellement commencé avec la première journée des éliminatoires. Cette compétition, qui se tiendra pour la deuxième fois consécutive au Maroc, a connu un grand succès médiatique lors de l'édition 2022, démontrant la montée en puissance du football féminin en Afrique.
Pour l'édition 2024, 40 nations sont en lice pour les phases de qualification. Les équipes engagées pour ce premier tour s'affrontent en match aller, retour et les vainqueurs de ces confrontations se qualifieront pour le deuxième tour prévu lors de la prochaine fenêtre internationale en novembre 2023. À noter que le Maroc, en tant que pays hôte de la compétition, est directement qualifié pour la phase finale du tournoi. L'Afrique du Sud, championne d'Afrique en titre, ainsi que la Zambie, médaille de bronze lors de la dernière édition, sont exemptés du premier tour. Parlons de la Ligue des champions pour terminer. La phase de groupe de cette Ligue UEFA 2023-2024 a commencé le mardi 19 septembre 2023, rassemblant ainsi les clubs européens les plus prestigieux pour une série de confrontations épiques. Pas de joueurs béninois sur la ligne de départ et le Bénin n'est donc pas représenté contrairement à la saison dernière. En effet, aucun joueur béninois ne fait partie des effectifs des équipes engagées cette saison. Malgré les talents individuels indéniables, le football béninois fait face donc à des défis pour s'imposer à l'échelle internationale, analysent certains avertis du Curon. C'est la fin de ce 19h. Merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Charles Albandaoui, Patrice Ayonton. À demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.